Euh, On va commencer. Donc moi, je suis Constance, je m'occupe de Calaouette en France. Déjà, bonne année, pardon. Et merci à tous d'être présents. Le live devrait durer à peu près 1 heure et demie, on peut déborder un peu plus. Donc là, je vous propose en fait chaque partie enfin, chaque membre de Calaouette va se présenter. Donc on a Calaouette France, Calaouette Suisse et Calaouette Belgique. Et puis Chani va nous expliquer, parler des projets de l'association, enfin de ce qu'il souhaite nous dire. Vous pouvez poser des questions avec le petit chat par écrit. Et Arnaud, en fait, du coup, va suivre ça. Et puis Chani répond. Chani, ou ça peut être une question pour quelqu'un d'autre, hein. Bon, ça y est, j'entends tout On au perdu. fur et à mesure. Donc voilà. Donc, encore des gens qui arrivent. Les admets. Voilà, donc du coup, je laisse la parole aux membres enfin, à l'équipe de Calaouette. On va commencer par Calaouette France, et puis après la Suisse, et on terminera par la Belgique que je présenterai, puisque Patricia est à faune, malheureusement. Donc Calaouette France, Karine ou Jean-Marc, je vous laisse commencer. Karine, la priorité. Alors, Allez. bonjour à tous, Karine. Donc, je suis secrétaire de Calaouette France et je m'occupe de préparer les colis de la boutique en ligne. Donc, quand les personnes font des commandes, voilà, je prépare les colis et, et j'envoie aussi les produits aux bénévoles qui font des stands pour Calaouette. Voilà. Merci Karine. Donc Jean-Marc. Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Jean-Marc. Donc moi je suis trésorier. Donc du coup avec Constance on s'occupe de la comptabilité mensuelle et je suis aussi comptable dans un cabinet. Du coup je suis en charge aussi d'établir le bilan annuel de l'association et du fonds de dotation. Merci Jean-Marc. De rien. La France, Fabien, par exemple. Très bien, bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour bien débuter cette nouvelle année. Donc moi c'est Fabien et je m'occupe de toute la partie technique du site internet et de la boutique, donc webmaster. Merci Fabien. Arnaud et Nathalie. Ok, je vais commencer. Donc, Arnaud, moi, je m'occupe de coordonner des actions de bénévoles pour faire de la sensibilisation et je participe à la recherche de partenaires. Et moi, je suis Nathalie et je m'occupe d'animer les réseaux sociaux de l'association, évidemment avec Constance. Merci Nat, merci Arnaud. Et Julien? Oui, Julien. Ah, Julien. On a perdu Julien. Ouais, On avait Julie. Ah, le voilà, Julien. voilà, Julien Buet. Donc moi, je m'occupe de la structure suisse bénévolement qui a été créée donc en 2020. Et il y a Jean à tes côtés. Voilà, donc en fait, on est tous les deux euh, à Genève pour développer la Suisse. Voilà. Donc c'est une belle aventure. Et Patricia, je vais parler pour Je Patricia. vais quand même dire bonjour, mais excusez vraiment ma voix. Donc Constance va me présenter. Donc Patricia qui s'occupe, qui a créé l'association en Belgique. Donc, il s'occupe de la gestion de l'association, la gestion, les dons, les animations quand il y a des stands et avec une petite équipe de, je crois, 3 ou 4 bénévoles bien motivés. Donc, voilà. Donc, Patricia ne parlera pas beaucoup puisque là, elle est à fond. Voilà. Et puis, Chani, on te laisse la parole, du coup. Direct. Bonjour à tous. Bonne année 2026. Merci à tous d'être au rendez-vous aujourd'hui.
Alors, il se passe plein de choses ici, c'est vrai, donc j'essaie de vous raconter tout ça. Avant tout, encore une fois, un grand merci à vous tous hein, qui aidez Calawet et on pourrait pas faire grand-chose ici en Indonésie sans le soutien de tous les bénévoles, de vous tous en France qui soutenez Calawet ici sur le terrain. Il se trouve qu'en ce moment, on a vraiment tous les voyants ouverts en Indonésie. Je dirais qu'en presque 30 ans en Indonésie, on a rarement été dans une dynamique aussi positive concernant l'association. Hein. Pas de manière générale pour l'environnement en Indonésie, mais concernant Calawet, on a rarement été avec autant de voyants ouverts, que ça soit avec les autorités locales, avec les autorités de Jakarta, et le soutien aussi des gens, de la population. Il se trouve que les derniers événements malheureusement dramatiques que vous avez peut-être vu dans les médias en fin d'année dernière à Sumatra, où il y a eu de fortes inondations avec des glissements de terrain, plus de 1000 victimes, etc. Tout ça a fait quand même quelque chose qui a rarement eu lieu en Indonésie, un gros débat à l'échelle du pays sur l'environnement, la forêt, la déforestation, tout ça. Et donc, du coup, un soutien encore plus accru des gens par rapport à des initiatives comme Calawet. Et c'est dans ce contexte-là que le ministre indonésien des Forêts est venu à Calawet donc en fin d'année dernière. On sortait tout juste du drame de Sumatra. Lui, il était attaqué de toutes parts dans le management de la forêt en Indonésie, et en sachant qu'il n'est pas vraiment responsable, puisqu'il est en place il était en place depuis juste un an. C'est pas lui qui avait donné toutes les autorisations aux compagnies alentours, mais bref, il était au milieu de cette polémique-là, etc. Il est venu à Calawet. Et il nous a apporté son soutien public. Il nous a apporté une lettre pour commencer justement les démarches pour officialiser nos réserves. Il a officialisé nos centres de soins. Alors vous me direz pourquoi c'est important après tant d'années, pourquoi on attendait ce que le ministre officialise nos centres de soins comme des sanctuaires? Parce que ça met un point final à toutes les pressions qu'on avait pu recevoir ces dernières années pour relâcher à tout près des animaux, même si ce sont des animaux âgés, malades, dans des zones qui conviennent pas. Ces dernières années, on se battait pour dire, bah non, ça sert à rien, relâcher un animal, c'est pas simplement ouvrir la cage, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et malheureusement, beaucoup des gibbons pourront pas être relâchés à cause de plein de raisons. Et comme on n'avait pas de statut de sanctuaire, donc où la première priorité, c'est le bien-être des animaux dans les centres, on subissait ces pressions-là du département des forêts dans les provinces. Donc là, le ministre, en venant sur place, en officialisant nos sanctuaires, et il a pu marquer notre position et dire, voilà, maintenant, ces pressions-là n'ont plus raison d'exister. Il nous fait assez confiance pour qu'on sache quels sont les animaux prêts à être lâchés ou pas. Et donc, quand on dit qu'un animal peut pas être lâché, c'est pas qu'on souhaite le garder en cage, c'est qu'il peut pas l'être, quoi. Donc ça, c'était déjà très important. Et évidemment, à côté de ça, il nous a apporté aussi cette fameuse lettre pour officialiser nos réserves dans le cadastre. Il en est aussi, pendant ces 2 jours, on a beaucoup discuté. Moi, j'ai apporté un regard extrêmement, celui que j'ai, quoi, critique et sur la situation en Indonésie, tout ça. Il était de manière surprenante très à l'écoute. Et ensuite, cette relation-là de communication, donc j'ai aussi emmené voler en avion, donc il a vu, j'ai évidemment emmené partout où il y avait des problèmes. Il a vu la réserve de Doulan, tout ça d'en haut, mais j'ai aussi emmené sur toutes les mines de charbon alentour, où ils ont jamais rebouché les trous des mines, la déforestation active là où dans le cadastre il devrait pas y en avoir, enfin tout ça. Et donc au minimum, il a été à l'écoute. Après, sur le moyen et le long terme, ce que ça va donner, j'en sais rien. En tout cas, par rapport à l'aide à Calawet, nos réserves existantes, nos futures réserves, on a son soutien pour officialiser tout ça. Et même assez récemment, il m'a recontacté directement. Il m'a appelé en me disant, écoute, je réfléchissais à tes réserves. Donc il y a un statut particulier qui s'appelle, si on le traduit, des zones de préservation, pas de conservation, mais de préservation. C'est un nouveau statut dans le cadastre indonésien. Et moi, ça me plaît bien parce que ça n'exclut pas les gens de la forêt.
on parle de préservation, de protection de l'environnement, mais de manière globale, et ça correspond tout à fait à ce que Callaway fait. Mais il m'a appelé en me disant, écoute, c'est un statut qui est assez récent et tu risques sur le long terme quand même d'être de temps en temps quand même embêté par le gouvernement, par son propre ministère. Donc il arrivait avec ce genre d'argument et il m'a proposé, il m'a dit, ce que je peux aussi faire si tu es intéressé, c'est sur certaines de tes réserves, notamment celles qui sont à Bornéo, de t'aider à obtenir des concessions qui ont une durée de presque d'un siècle. C'est une concession, au même titre que ça pourrait être une concession pour une compagnie forestière, mais c'est une concession qu'ils appellent restauration des écosystèmes. Et donc, ça empêcherait totalement Jakarta de délivrer un autre permis à qui que ce soit ou de menacer sur le long terme toutes les réserves qu'on est en train de créer. Donc, il se peut, on est en pleine discussion actuellement, il se peut que notamment la réserve de Sumatra prenne ce statut d'air préservé, comme j'expliquais tout à l'heure, parce que le cadastre le convient mieux pour cette zone-là. Et à Bornéo, on penche plus sur ce genre de concessions renouvelables. Hein. Elles sont donc elles durent plus de 90 ans, elles sont renouvelables. Ou dans ces concessions. Et moi, ce qui me faisait peur dans l'idée de concession, bien, c'est simplement pour avoir un statut de Jakarta. Ça change absolument rien à ce qu'on fait sur le terrain, les forêts communales qu'on crée, et ça, c'est au niveau local où les gens ont tout le temps le droit d'aller, etc. Et qu'on protège en partenariat avec les populations locales. Mais c'est simplement un statut à Jakarta qui nous place dans le cadastre, quoi. En gros, pour faire simple. Et moi, ce qui m'a toujours inquiété si obtenir une concession en plus d'avoir fait le foncier, c'était les impôts que la compagnie qui obtient la concession doit payer par an. Le son n'est pas très bon. Euh, Le son est. au titre d'avoir une concession, quoi. Et je me suis rendu compte, attendez toujours, Non, m'entendez-vous? ça coupe, ça coupe, le son n'est pas très bon. Haché, ça coupe. Le son n'est pas très Est-ce que très vous bon. m'entendez? Et Ah, là, ça doit être oui, ma connexion Internet. Ça va mieux? oui. Ok, ouais. Alors j'espère que ça va tenir. Ça doit venir de ma connexion. Est-ce que ça va mieux? Je continue? Oui, oui, oui. Ouais. Donc, oui, c'était au niveau pour avoir une concession, en fait, le prix par hectare est en fait très très faible. Et ça, je ne le savais pas, surtout sur ce statut de restauration de l'écosystème. Pour gérer, c'est en roupies. C'est au maximum 5000 roupies par hectare par an. Donc, on parle de même pas 50 centimes d'euros quoi par hectare. Donc c'est vraiment pas grand-chose et donc c'est ce qui m'a rassuré sur ce côté-là. Donc pour nous c'est vraiment super important d'avoir tout ça et de voir dans quelques mois tout officialisé et en sachant qu'on continue à agrandir puisque vous savez que l'autre actualité de Callawet c'est le Grand Doulan. Donc, sécuriser ce qu'on a déjà, continuer à agrandir Doulan et nos autres réserves, mais surtout la création de la réserve de Rudji, vous le savez, qui se trouve au sud de Doulan, qui à terme, j'espère, sera connectée à Doulan. Donc là, on met tout en œuvre pour agrandir Rudji, chercher les fonds et créer le Grand Doulan. Normalement, dans les prochains jours, il devrait y avoir de très bonnes nouvelles sur Rudji. Là, j'en rentre. Il y a 2 jours, j'ai passé une nuit à Rudji où j'ai vu les villageois. Il y a de réelles menaces sur la zone, donc il faut agir vite. La principale menace, c'est des pistes, enfin une piste en particulier d'une compagnie de charbon qui a approché le village et la piste risquerait de couper la zone. Enfin la zone une partie au nord en tout cas pour aller près de la rivière où ils font des dépôts de charbon pour les mettre pour mettre le charbon dans des barges. Et donc on prend les devants, j'ai contacté les autorités, je dois essayer de voir la compagnie la semaine prochaine pour voir réellement ce qu'il en est.
mais c'est la principale menace qui touche Ruji. Donc, plus on va vite, plus ça sera compliqué pour qui que ce soit de faire passer une piste ou quelque chose. Mais la menace est bien réelle. Et en sachant qu'on est sur un écosystème assez différent de Doulan, même si on est à juste 10 km au sud, c'est une forêt plus de tourbières, donc une forêt à moitié inondée. C'est l'habitat idéal des orang-outans, un peu moins pour les gions. Euh, et, euh, et voilà. Et là, il y a une question, j'y réponds directement parce que ça concerne ce que je venais de dire sur les impôts. Effectivement, sur les concessions, donc il y a des impôts, mais j'étais extrêmement surpris du prix. En fait, on est à moins de 50 centimes d'euros par hectare. Donc, c'est tout à fait dans les cordes de Calaouette, même si on arrivait à gérer 10 000 hectares, par exemple, de payer justement ces impôts. Et c'était une grosse question. Moi, ma science est toute neuve aussi. C'est le ministre qui m'a expliqué tout ça sur ce statut bien particulier de restauration des écosystèmes. Donc, en sachant que quand je vais négocier ce que je fais actuellement, c'est concession possible sur Bornéo, on parle de la totalité. Donc, par exemple, sur le potentiel de Doulan, la concession ferait plus de 3000 hectares, en sachant qu'on a aujourd'hui sécurisé 2000, plus de 200, 2100 hectares. Donc moi, je négocie les autorisations de Jakarta pour l'ensemble de la poche de forêt. Donc c'est pour ça que ça ne peut empêcher que des compagnies d'obtenir les zones auprès de Jakarta. Mais il y a tout le foncier à continuer à faire pour éviter que des propriétaires terriens privés cèdent au lobby des compagnies justement et fassent en leur nom des plantations, etc. Cependant, par exemple, pour Ruji, en termes de concession, ce que moi j'ai présenté au ministère, c'est Ruji et le village qui est un peu plus au nord qui s'appelle Paring-Laron, c'est plus de 2000 hectares. Alors qu'aujourd'hui, on a fait foncier que sur 50 hectares. Le seul gros risque, c'est que quand on va obtenir la concession et que, par exemple, on n'est pas arrivé à faire le foncier de manière assez conséquente, donc on n'a qu'une petite partie de vraiment sécurisée parce qu'on a fait le foncier, et qu'il y a de la déforestation dans les 2000 hectares que Calaouette a obtenu en termes de concession, ça serait Calaouette qui serait responsable. Donc il faut bien qu'il serait capable, ce serait un comble quand même, mais ce serait Calaouette qui serait sujet à des amendes, etc. s'il devait y avoir ce genre de scénario. Donc il nous faut bien réfléchir à soumettre des zones au ministère assez grandes, et la totalité des forêts qu'on veut essayer de sauver, comme Ruji, l'ensemble de Doulan, etc. Mais il faut pas avoir les yeux trop gros que le ventre, parce que si on n'a pas les fonds qui arrivent derrière pour sécuriser totalement les hectares en faisant du foncier, on risque d'avoir des soucis. S'il y a de la déforestation à l'intérieur, en plus des soucis pour la faune et pour la flore sur place, Calaouette risquerait d'être montré du doigt. Donc c'est complexe, on est en plein dedans, mais en tout cas, comme je disais tout à l'heure, cette dynamique de dialogue, de tension, d'autorisation, etc., où toutes les opportunités, les options sont ouvertes, en fait, c'est à Calaouette de voir et de naviguer au mieux. Tout ça, c'est quand même nouveau et c'est grâce au soutien du ministre. Donc les priorités pour 2026, c'est la priorité des priorités, c'est le Grand Doulan, donc avec la réserve Ruji qui est incluse dedans. La recherche de nouveaux partenaires, sécuriser plus de forêts, corridors, essayer de connecter ces deux poches. Il se peut qu'on va être amené à sécuriser des poches de forêt un peu séparées les unes des autres entre les deux réserves pour éviter de perdre des petites parcelles de forêt qui seraient très utiles, qui seront très utiles pour faire le corridor, pour connecter Doulan à Ruji. Donc ça, c'est mes équipes maintenant sur place, puisqu'on a des personnes dans les villages qui travaillent maintenant pour Calaouette, qu'il faut remonter les infos. Si on a des parcelles qui sont intéressantes, même si elles sont pas connectées directement à ce qu'on a déjà préservé, on peut, comment dire, sécuriser, voilà, pour pas les perdre. Alors les cartes, il y a quelqu'un qui demande pour les cartes, comment on pourrait faire pour afficher les cartes quand je parle? En Partage d'écran. partage d'écran. Alors, je vais essayer de faire ça. Je Google Earth et je vais partager. Alors, hop, 2 petites minutes. Comme ça, c'est vrai que ça sera plus facile en espérant qu'Internet coupe pas, parce que je remets des choses. Ok, je lance Google Earth. Alors,
Hop. Voilà, Et normalement. partage d'écran, j'ai fait trouve ça où sur Zoom? Partage d'écran. Je crois que c'est en doc en bas. Attends, je crois que c'est outils. Attends, outils ou doc, non, non Dans la plus. fenêtre en bas, tu as une icône partagée. Partager. Hop. Vous pouvez Ah, demander c'est le là. partage de cette. Ah non, ça c'est une demande de partage de réunion. C'est pas le partage Non, non, d'autre tu chose, peux ça. partager une fenêtre. Ah, envoyer Euh, une demande, il me dit quand je clique partager. Transférer, tableau blanc, info, sous-titres, Tu dois pas partager. Et être dans les, partager. tu dois pas être dans les Attends, prioritaires attends. pour les partages Euh, d'écran. Il faut qu'on te donne une autorisation. non, plusieurs Voilà, j'ai besoin participants. d'une autorisation. Normalement, c'est bon. Qui peut partager tous les participants? Attends. Partage Euh, d'écran. Ouais, En vas-y. bas de Normalement, ça l'écran. doit être ça. Non, normalement, c'est bon. Ancrer partage d'écran, partager. Oui. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Pour l'instant, non. Non. Regarde. Alors, Arrêtez. Attends, je vais te mettre haute, ce sera plus simple. Hum. Partager, si tu cliques sur partager. Ah, attends, si tu cliques sur partager, ouais, ça il y va. a un paramètre. Il y a un paramètre, ça va le faire. Euh, Parce que tu es co-hôte, donc logiquement, il n'y a pas de non, problème. logiciel, Euh, Ah, si ça doit être bon. Là, c'est vert. voilà, c'est bon. Ça y est. C'est bon. Alors, là, vous voyez mon écran? Moi, oui. Oui? Oui, Ouais, oui, oui, ouais, oui, c'est bon. oui. Voilà. Les réponses positives. Oui, c'est bon. Voilà. Donc là, sur l'écran, on va. Alors, au nord, vous avez la réserve de Pararawen. Alors, ce que vous voyez en image, c'est pas comme Google Earth classique. Ça va, voilà, c'est en haute définition parce que c'est fait avec le drone que la Fondation 30 millions d'amis nous a gentiment financé, entre autres. Donc, on a le couvert forestier. Et ça, c'est la réserve de Pararawen où je me trouve actuellement, où on fait le zoom. Donc ça, cette réserve, elle n'a pas vocation à grandir. On l'avait créée dans un premier temps à l'époque, c'est la forêt autour du centre des Gibbons. Où vous voyez les cages là et voilà, et ma maison qui est ici et les volières. Et on l'avait créée parce qu'il y a des nasiques à l'intérieur, à peu près 150 nasiques. Mais c'est pas une priorité. On est sur une forêt secondaire. C'est pour ça que les priorités. Donc je vais plus au sud. Au sud, vous avez Doulan. Alors, ce que vous voyez là sur l'écran, ce qui est en vert, ce sont les limites de la forêt d'Oulan aujourd'hui, tout ce qui a été sécurisé grâce à vous, entre autres. Donc, il y a 2172 hectares, voilà, sécurisés. Et ce que vous voyez en orange, ça sera les limites de la concession que j'ai demandé à Jakarta. Donc, à Jakarta, ça sera sécurisé sur le papier, pas forcément sur le terrain. C'est pour ça qu'il nous faut continuer à le sécuriser avec le foncier. La bonne nouvelle, c'est que le mois prochain, on va faire encore une nouvelle transaction. Les parcelles en rouge que vous voyez sont des parcelles qui n'ont pas été sécurisées, qui ne sont pas forcément menacées pour X raisons. C'est des gens qui n'ont pas forcément voulu vendre. Mais c'est pas pour faire de l'huile de palme ou quoi que ce soit. Et donc voilà, ce genre de parcelles comme ça, c'est parfois des gens qui sont plus dans le village. Il y a aussi des parcelles qui ont où les papiers ont servi pour des procédures en banque, etc. Donc c'est pas possible de pouvoir faire du foncier, mais ça concerne une toute petite minorité, comme vous le voyez pour Doulan. Et au sud, vous avez Ruji. Donc, si je zoome, vous voyez encore une fois en orange ce qu'on a présenté au ministère pour la concession. Donc, on est sur du 2500 hectares qui couvre en fait deux villages. Là, en face, vous avez le village de Ruji qui est ici et vous avez un autre village qui est là. Donc, il y a une partie qui est sur l'autre commune, mais la poche de forêt fait 2500 hectares. On a aujourd'hui sécurisé que 49,5 hectares. Donc, c'est là où je prends quand même un risque en me disant au ministère, OK, on veut la concession sur les 2500 parce que il faut que je trouve les sous assez vite pour pouvoir sécuriser l'ensemble. Parce que si jamais là, il se passe quelque chose,
bon, on va dire, bah, c'est ta responsabilité, hein, c'est ta concession, donc t'as pas fait ce qu'il fallait. En sachant que ici, là où vous voyez ma souris qui se déplace, hein, vous la voyez, confirmé, oui. Donc en sachant Oui. qu'ici, Google Earth a du retard, tout ça, ça a été dévasté par l'huile de palme. Je vous rappelle, et c'est pour ça que pour nous, c'est extrêmement urgent de sécuriser la zone de Rudgy ici, parce que la zone de Rudgy avec l'huile de palme qui se trouve à l'ouest, qui est récente, c'est pour ça qu'on la voit pas encore sur Google Earth, mais cette poche de forêt est complètement fragmentée aujourd'hui, isolée plutôt, isolée, pas fragmentée. Vous avez de l'huile de palme complètement là à gauche, donc les orang-outans sont descendus et se sont retrouvés bloqués ici parce qu'ils savent pas nager et il y a le fleuve. Et au nord, vous le voyez, vous avez les dépôts de charbon avec une activité humaine assez intense. Et au sud, c'est aussi de l'huile de palme. Donc, sur ces 2500 hectares, ils sont menacés à très, 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 très court terme. C'est pour ça que on est arrivé là-bas, qu'on a signé le protocole avec les villageois. Maintenant, il faut mettre les bouchées doubles. Je pense avoir une très bonne nouvelle à vous annoncer dans les jours ou semaines qui arrivent pour des hectares à Rudgy, mais ça suffira pas. Il faut vraiment qu'on mette les bouchées doubles et prendre le risque auprès de Jakarta en disant voilà ce que nous on demande en termes de concession. Donc rien que sur Bornéo, sur ces 3 zones, Pararawen, Butong et Rudgy, en sachant qu'ensuite on veut faire le corridor, donc entre les deux zones. Mais ce qu'on demande en concession à Jakarta aujourd'hui, c'est 6646 hectares. Il faut pas s'amuser à dire qu'on protège 6646 hectares parce que c'est pas vrai. Ce qu'on protège réellement, c'est là où on a payé le droit à la terre des villageois. Mais on sait qu'on ne sera pas embêté par quelconque compagnie pour le prochain siècle. Donc c'est déjà ça. Et donc voilà. Pour ça, c'est sur Bornéo. Sur Sumatra, Juste par vas-y. rapport à Bornéo, je vois qu'il y a une question qui concerne de Hélène. Pourquoi il y a une grande enclave dans la forêt d'Oulan? Enclave, c'est au centre, ici où il y a ma souris, c'est ça? Ouais, je pense que C'est parce que c'est le lac. Ah. Donc en fait, c'est le lac de Bouton. Donc c'est ce qui est là où les villageois de Bouton. Le village est ici. Si je zoome, vous le voyez, il est sur à l'est de la réserve. Et 70% des villageois de Bouton sont des pêcheurs qui vivent du lac. Donc la forêt d'Oulan, ça a toujours été de protéger toute la forêt tout autour du lac, mais l'espèce de presqu'île là, vous voyez avec la rivière de Bouton qui est ici, l'accès en fait au lac. Tout ça, c'est pour les gens. Alors, l'œil qui s'est pas habitué verra de la forêt, mais pour les gens ici, c'est pas de la forêt. Ici, c'est des jardins. Et donc, il y a une activité, il y a du rotin, et nous, le camp de Calahuète là, où vous voyez où il y a les terrains, c'était une ancienne plantation de bananes, où il y a aujourd'hui les camps des rangers. Donc ça, c'est destiné aux villageois et ça a toujours été pour faire des jardins, etc. On voit là, il y a eu on voit grâce au drone, il y a eu il y a un demi-hectare quand même de palmiers. Donc on voit quand même là où on sécurise pas la terre, il y a quand même ce risque-là, mais c'est très isolé et c'est vraiment pour les villageois. Le côté au nord, cette partie-là, donc qui va être normalement, si on obtient la concession, donc il fera partie de la concession, mais cette partie-là, une grande partie en tout cas, c'est une forêt communale du village que le village a toujours voulu protéger. Donc on n'a pas besoin de faire du foncier. Et dès l'arrivée de Calahuète en 2019 à Bouton, ils nous ont dit cette partie-là, de toute façon, on la protège. Il y a un petit peu moins de 500 hectares. Donc, ça s'ajoute à la forêt que Calahuète protège. Et donc, ça fait une forêt qui reste connectée pour les orang-outans. Il y a effectivement des orang-outans dans cette zone-là. Donc voilà, c'est principalement le lac. Calahuète n'achète pas le lac, évidemment. Et les bordures de la réserve arrivent jusqu'au bord du lac. Sinon, par rapport aux priorités de 2026, comme je discutais par rapport aux réserves, vas-y. Je vois plus le chat. Moi, depuis que je partage, voilà, parce que depuis que je partage l'écran, je vois plus le chat, donc j'ai besoin de ton aide. Justement, non, mais il y a une petite question, une question de Clément. Que veux-tu dire par faire du foncier? Alors, faire du foncier, on paye le droit à la terre des villageois. Si je dis qu'on achète concrètement les terrains, le gouvernement indonésien va vous répondre, les terrains en Indonésie appartiennent au gouvernement.
surtout dans ces statuts-là. Donc, mais les gens ont utilisé la terre depuis la nuit des temps et ils ont un droit à la propriété sur ces terrains. Donc les mairies de chaque village vont attribuer un titre de propriété que reconnaît pas forcément Jakarta, mais qui est lié à l'histoire ancestrale des gens sur ces terres. Et c'est ce que les compagnies elles-mêmes achètent avant de déforester, quand elles obtiennent une concession. Et pour nous, pour protéger, on fait exactement la même chose. C'est ce que nous, on paye aussi aux villageois. La différence, c'est que les gens perdent pas leur terrain. Ils ont toujours le droit de rester sur leur terrain, mais tout le monde est d'accord pour ne pas couper et pour ne pas chasser dans ces terrains. Et c'est la grande force de Callawet, c'est ce qui fait que les gens privilégient de travailler avec Callawet qu'avec les compagnies, en sachant que nous, on va acheter ces terrains au vrai prix du marché, parce qu'on n'arrive pas avec un rouleau compresseur d'intimidation, etc. Donc les prix de Callawet sont relativement plus élevés même ce qu'offre par exemple l'huile de palme, tout ça. Donc la clé c'est ça, c'est ce que Callawet croit énormément. Si vous regardez ailleurs d'autres projets, vous avez d'autres ONG qui ont obtenu des concessions. On n'est pas la seule, mais notamment à Sumatra, où obtenu des concessions de Jakarta, c'est bien, mais où tout le foncier n'a pas été fait. Et il y a énormément de conflits à l'intérieur. Et concrètement, sur place, vous n'avez pas la légitimité pour protéger la forêt. La légitimité de Jakarta, c'est bien, mais ça suffit absolument pas. Et c'est ce que nous, on fait. En fait, on fait la chose inverse. On obtient la légitimité sur le terrain, directement, à l'échelle des villages, des villageois sur place. Et ensuite, on va vers Jakarta. Et même si le processus, parce que là, nos propositions de concession ont été incluses dans la carte des futures concessions pour la restauration des écosystèmes, donc c'est déjà dans les tuyaux, même si la procédure prend plusieurs mois, même plusieurs années, elles peuvent pas être attribuées à quelqu'un d'autre. Et sur le terrain, nous, on fait l'essentiel, puisqu'encore une fois, on obtient la légitimité en faisant le foncier. Le foncier, les orpailleurs, par exemple, illégaux, donc ils sont dans une complète illégalité, il y en a énormément à Bornéo, de partout, mais comment ils travaillent? En obtenant cette même légitimité auprès des villages. Ils vont faire du foncier, ils vont acheter des terrains, payer le droit à la terre des villageois qui ont les terrains pour pouvoir commencer à détruire. Donc nous, on se base exactement sur la même logique, mais pour protéger. Et ça, c'est la seule, on est l'une ou la seule ONG à faire ça, à investir beaucoup plus dans les villageois, les gens qui sont sur place, que à Jakarta, pour obtenir des dizaines et des dizaines de milliers d'hectares, mais sur place. Alors ça sonne bien, hein, mais sur place, on voit que c'est absolument pas protégé parce que les gens, ils ne peuvent pas leur interdire de faire ce qu'ils ont toujours fait. Ils possèdent des terrains depuis de génération en génération. Donc, c'est ce que moi j'ai expliqué au ministre et c'est ce que lui aussi voulait voir parce qu'il en avait entendu parler. Je vous rappelle, pour ceux qui suivent la depuis longtemps, que l'ancienne ministre, on avait mis les bâtons dans les roues, m'avait accusé d'acheter, de vendre de la forêt d'État. La forêt indonésienne n'est pas à vendre, donc elle appréciait pas du tout notre démarche. Mais pourquoi elle appréciait pas? Parce que ce que nous on fait auprès des villageois, c'est ce que ne fait pas le gouvernement dans tous les parcs nationaux, réserves d'État, etc. Et c'est pour ça que dès la création d'une réserve, s'il n'y a pas eu ce travail en amont, eh bien, il y a des conflits avec les gens qui disent, bah non, nous, on a toujours été là, on va pas, voilà, il faut aussi nous respecter, nous. Donc, c'est ce que a voulu voir le ministre et c'est ce que je lui ai montré, expliqué et il soutient complètement notre initiative parce qu'il voit bien que sur place, il n'y a aucun conflit. Dans toutes les zones, là, à Doulan, donc notre plus grosse réserve, tout ce qui est en vert à l'intérieur, même les parcelles rouges, je dirais, il y a eu, enfin, depuis 2019, il y a eu aucune coupe, aucun acte malveillant, délibéré. Ce dont on doit se méfier, c'est les gens qui travaillent dans les compagnies alentours, des ouvriers qui sont pas du coin, qui risquent de venir de Java, etc., qui sont pas forcément au courant de la dynamique sur place, parce que c'est des ouvriers qui travaillent comme ça, et qui vivent dans les camps des compagnies. Donc c'est pour ça qu'on doit continuer évidemment à patrouiller, marquer une présence, mettre des panneaux de partout, etc. Mais avec les villageois de la commune, des villages où on travaille, il n'y a pas de souci parce que ce travail a été fait. Sur les priorités de 2026, donc la réserve de Sumatra, j'ai décidé de ne pas se focaliser dessus en tout cas pour cette année.
Les menaces, vous le voyez là en suivant ma souris, ça vient des orpailleurs illégaux qui sont soutenus entre autres par les militaires. Donc ça a été un gros sujet de conversation avec le ministre aussi. Mais là, on arrive aussi à faire qu'il se propage pas du tout dans notre zone parce que le foncier a été fait notamment dans les zones où la mine avait tendance à s'étendre. Mais la menace n'est pas du tout la même qu'à Bornéo. Donc pour 2026, il y a peu de chances qu'on continue sur l'agrandissement de la réserve de Supayang à Sumatra. Même si évidemment tout continue à fonctionner sur place, les tigres sont toujours là et tout se passe bien à l'intérieur. Et le dernier endroit où on souhaite voir si on est capable d'aider les gens à essayer de sauver de la forêt, c'est ici. On est dans alors il y a une croix rouge, ça vient de l'affichage de Google Earth, c'est pas du tout un problème de terrain. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, donc on va l'ignorer, la Croix-Rouge. Mais donc là, on est au nord de l'île de Siberut, dans l'archipel Mentawai que vous voyez là. Donc on est à l'ouest de Sumatra. Vous le savez, depuis plusieurs années, depuis 2019, si mes souvenirs sont bons, on a une station ici. On va voir même les infrastructures là qui ont été prises avec le drone. Ça, c'est le camp de Calauet, où on a 4 gibbons de closse. Vous savez, ces gibbons endémiques de Bornéo. On n'a pas l'intention de recevoir de nouveaux animaux, vous le savez, puisqu'on se focalise dans la création de réserves, de les sauver quand ils sont encore dans les arbres. Mais comme on a une équipe là-bas, on a des connaissances sur place, une équipe motivée. On essaie d'identifier des zones où on pourrait agir pour stopper la déforestation. Et l'une de ces zones, elle se trouve en face. Alors c'est quand même assez loin. On est sur 3-4 kilomètres. C'est cette zone-là. Je vous la montre en gros. C'est une très belle forêt. J'avais fait une petite vidéo sur Instagram où il y a un potentiel. On parle de plusieurs milliers d'hectares. Il y a 3 ethnies concernées qui ont des droits ancestraux sur ces terrains. On n'est pas du tout sur la même. On peut pas faire du foncier comme dans le reste de l'Indonésie. Parce que c'est des droits sur la forêt qui sont attribués à des ethnies entières. Donc, c'est des réunions avec beaucoup de représentants de ces ethnies. Elles ont manifesté un grand enthousiasme avec l'arrivée de Calauet, parce que vous le voyez, il y a des marques à droite de ma souris d'anciennes pistes, parce qu'il y a eu une ancienne exploitation du bois dans la zone. Et c'est le genre de zone où la forêt est encore très belle, où il y a eu un abattage sélectif dans certains endroits, mais c'est très très minime. C'est les zones qui sont le plus concernées pour être converties en plantation. Donc, et les ethnies ont peur de ça. Les gens là-bas ont peur de ça. Donc, l'arrivée de Calauet pourrait aider à faire en sorte que ensemble on puisse sécuriser ces terrains. On est en train de négocier comment on fait pour payer le droit à la terre de ces gens par hectare, puisqu'il n'y a pas ces formes de titres de propriété que dans les autres villages à Bornéo, ils peuvent délivrer. Il n'y a pas tout ça. Donc, c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça que ça prend beaucoup plus de temps. Mais on n'a jamais été aussi près de signer un accord avec eux. Et si ça se fait, du coup, moi, je reviens vers Jakarta, voir le ministre, parce que les statuts des terrains ici permettraient aussi d'obtenir une concession. On n'y est pas encore, mais ça sera le deuxième. Aussi, si on a les moyens, il faut aussi bien réfléchir, encore une fois. Parce que là, les ethnies risquent de nous dire, ah, mais nous, on a la main mise sur tant de milliers d'hectares. C'est bien beau de négocier une concession parce que on est bien avec le ministre actuellement, mais est-ce qu'on a les moyens réels de protéger cette zone-là pour pas que ça nous retombe dessus? Donc, c'est ça encore qui est en train d'être évalué actuellement, mais la zone est vraiment très, très belle. Les 4 primates endémiques de Bornéo sont présents en quantité dans cette forêt-là. Et la seule activité des populations actuellement, c'est d'avoir quelques arbres fruitiers dans la forêt et des huttes avec leurs cochons, que vous avez peut-être vu dans les vidéos que j'avais postées. Et voilà, donc ça pose absolument pas de souci. Par contre, elles devront accepter de ne plus chasser les primates. Ça fait partie du deal aussi, puisque on parle d'une forêt fragmentée. Encore une fois, Google Earth, c'est en retard. C'est pour ça que sur les parties qu'on a déjà survolées au drone, la forêt est belle. Là où vous voyez des végétations plus basses, en fait, c'est des zones de marécage. La forêt est naturelle. C'est pas des anciennes coupes, par exemple, quand je zoome.
C'est pas des anciennes coupes, cette végétation-là, c'est simplement une végétation adaptée à un milieu plus humide. Et ensuite, dès qu'il y a du relief, vous avez les grands diptéropes comme ça. Mais tout autour, il y a eu, enfin voilà, ça commence à être fragmenté, donc il faut agir. Chani, Donc voilà, ouais. pardon, juste sur cette question de Mentawai, est-ce que tu as une idée du ou des partenaires qui pourraient te soutenir là, pour démarrer cette réserve à Mentawai? Il y a en tête un partenaire qui nous avait déjà approché pour Mantaway, mais de notre côté, c'est pas encore assez. Enfin voilà, moi il faut que le protocole d'accord soit signé avec les villageois Ouais. pour ensuite dire voilà, on a le potentiel, on a les autorisations, on commence. Mais j'ai sous la main une ONG notamment qui était intéressée par Mantaway. À l'époque, j'avais décliné parce que l'idée, c'est pas parce qu'il y a des fonds de faire un projet. Calavet a jamais fonctionné comme ça. Nous, on a identifié un projet et maintenant on recherche les fonds pour le créer parce que nous, on s'engage sur la durée. C'est pas, on n'agit pas sur commande, je dirais. Et à l'époque, quand on avait été approché, on n'avait encore rien de solide. Et encore aujourd'hui, on n'a jamais été aussi près d'avoir quelque chose de solide à Mantaway. Mais par contre, puisque j'en parle depuis des années de Mantaway, à chaque fois, ça a capoté. Donc là, je dirais, c'est notre dernière grosse carte pour voir si on est capable, avec tous les enjeux de Mantaway qui sont encore bien uniques à Mantaway quand même, d'arriver ou pas à faire quelque chose là-bas. Et je me suis pris cette année avec Avi, qui est la manageuse à Mantaway, qui travaille à Callaway depuis longtemps. Et parce qu'on va pas s'obstiner non plus si on voit que ça marche pas, qu'on n'y arrive pas pour X raisons, peut-être mieux de concentrer ensuite tous nos efforts là où ça marche. Et pour le moment, là où ça marche mieux, c'est à Bornéo et où on peut sauver le plus d'hectares. Mais là, il y a une vraie touche parce que, en fait, notre manière de fonctionner sur cette zone-là a été l'inverse de ce qu'on avait pu faire ailleurs. C'est qu'on a distribué les protocoles d'accord type que Callaway fait dans ce genre de projet aux différentes ethnies en disant voilà, si vous pensez que Callaway peut être un partenaire pour faire face à cette déforestation qui menace Sibéroute, ben, faites-nous le savoir, quoi. Et c'est comme ça. Donc là, on est dans une démarche, ce sont les ethnies qui sont venues nous voir. Et donc c'est pour ça que j'ai un peu plus d'espoir, mais comme ça concerne énormément de gens, on croit que c'est bon, et puis non, il y a une autre idée qui arrive, et donc ça reprend dans les négociations. Mais encore une fois, il faut ça ne marchera que si c'est fait en accord complet avec tout le monde, et donc il faut être patient. Et voilà, mais patient, sachant qu'il y a toujours quand même urgence d'un côté, quoi. Donc c'est compliqué, mais ça a toujours été cette donne-là, quoi. Et ça représente un potentiel d'hectares de combien à peu près? J'ai pas bien entendu tout à l'heure. Ben, parce que en fait, parce que je l'ai pas dit, parce que ça reste flou. Ok. On parle de plusieurs milliers d'hectares, mais parce que ça reste tellement, les gens s'emballent très vite en disant tant de milliers d'hectares, etc. Il faut voir aussi ce qui est réaliste. Donc la première chose à faire ensuite, une fois que ces trois ethnies sont d'accord, c'est de faire des repérages sur carte et concrètement sur place parce que c'est telle colline qui fait la limite entre telle ethnie et telle ethnie et d'aller mesurer tout ça, quoi. Donc ça sera la deuxième étape. Mais par contre, on parle quand même de grosses postes de forêt. On parle pas de quelques centaines d'hectares, on est en milliers d'hectares. Donc c'est pour ça que nous on met aussi l'énergie dedans parce que on sait qu'il y a un vrai potentiel qui ferait que ces trois primates endémiques de Mentawai, Ouais, de Mentawai, pourraient vivre en nombre, quoi, et surtout, enfin, viable au niveau génétique. Il faut que la poche de forêt soit assez grande. Et ça, on n'a pas de doute là-dessus. Voilà pour les projets. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être, Arnaud ou, Dans le chat, non. Moi, j'ai peut-être. Alors, du coup, je place une question que j'avais, et c'était simplement par rapport à ces projets. Toi, est-ce que tu vois une évolution au niveau du nombre de salariés indonésiens pour faire face à ces projets de 2026, on va dire? Est-ce que tu vois une évolution potentielle? pas
pas énormément, parce qu'en même temps, alors le chiffre d'employés va rester stable. Alors ça peut surprendre parce qu'on a plus de zones, mais en même temps, après presque 10 ans sur le site de relâcher à Sumatra où on a relâché des siamangs, ben, tous nos siamangs sont indépendants. Et donc là-bas, on a eu jusqu'à 7 employés à l'époque et qui n'étaient pas forcément à plein temps, mais qui étaient toujours qui travaillent pour Calaouette. Ce projet-là, qui est dans une zone complètement différente de la zone de Sumatra, ou alors je vais aller sur la carte comme ça vous voyez. Euh, donc là, c'est Supayang, donc on a la réserve. Et pendant 10 ans, on a relâché des siamans sur une zone qui se trouve à peu près ici. Et là, je vais pas sur Google Earth. Et donc tous les siamans relâchés là-bas sont devenus indépendants. Ceux qui n'étaient pas ont été rapatriés à Calaouette il y a plusieurs mois de ça. Et donc on a cessé les activités là-bas. Il reste qu'une seule personne là-bas pour s'assurer que tout se passe bien quand même. Mais les animaux sont plus nourris, ils sont plus besoin d'être checkés quasi quotidiennement. Donc ça fait une réduction de l'équipe qui souhaite pas, elle aussi, c'est des gens qui souhaitent pas aussi travailler à Supayang ou dans les autres sites de Calaouette parce que c'est loin. Et donc en termes d'hectares, encore une fois, même à Rudji sur cette année par exemple, moi j'espère qu'on va sécuriser de nombreux hectares, mais avec l'aérien et les moyens qu'on a aujourd'hui sur cette zone-là, cette année on ne dépassera pas 3 employés pour Rudji. Ça suffit amplement. Tant qu'on a les outils aériens que l'on peut avoir. Et là, en faisant les premiers pairages, là, c'est la première fois où j'ai vraiment pris du temps très dernièrement. Je suis rentré hier. On voit que la chasse, c'est absolument pas un souci. Et donc, la principale menace, ça reste comme ailleurs, d'ailleurs, comme Doulan, on sait, hein, ça reste les compagnies. Donc, la menace dont je parlais au début tout à l'heure, c'est une piste de charbon qui risquerait d'arriver de là et de passer là. Et c'est ce que je vais essayer de faire capoter, en gros, pour être direct. Et si, au pire, les faire passer là, ou comme vous le voyez pas sur la carte là, désolé parce que j'ai pas encore fait les cartes avec le drone, mais donc là, c'est de l'huile de palme, actuellement. Et il y a la piste de la compagnie d'huile de palme qui est ici. Donc, les faire passer ou sur la même piste, pourquoi ils ont besoin d'avoir leur propre piste à eux, quoi. En gros, c'est ça. Donc, c'est les pousser à ce qu'ils soient le plus à l'ouest possible, pour pas fragmenter ce pauvre fragment de forêt qui fait que 2500 hectares, quoi. Donc, ça, on va mettre toutes nos forces là-dedans, dans les prochains jours, je dirais, puisque normalement, j'ai une réunion prévue lundi. On a une autre question, Chani. Est-ce que vous recevez parfois des menaces pour votre sécurité venant des industriels de l'huile de palme? Dans le passé, on en a eu. Il se trouve que là, comme on reçoit du soutien des autorités affichées, etc., de la population, on est plutôt en bonne posture, quoi. On n'a pas ce genre d'intimidation actuellement. Mais par contre, pour être totalement honnête, donc là, à Parawen, vous le voyez sur la carte, là, c'est le hangar avec l'avion où il y a ma souris. Les barges de charbon, elles passent là. Et on a eu un peu une sueur froide parce qu'on s'est dit, OK, j'ai fait la vidéo avec le ministre où je lui montre et je parle en indonésien et je lui dis, regardez, monsieur le ministre, les compagnies de charbon qui ont fait les mines, elles ont rien rebouché, regardez, elles n'ont pas le droit là. Enfin, c'était très explicite. Et on s'est quand même posé la question, j'ai pas fait une erreur de communiquer là-dessus, parce que les barges de charbon, là, elles passent, et si jamais elles touchent de manière involontaire, le hangar, il y aurait un risque pour la sécurité de l'avion, quoi. Et que même si elles dédommageraient l'avion, c'est 2 milliards d'euros le prix de l'avion, pour elles, c'est que dalle, quoi. Mais nous, ça nous cloue au sol ça risquerait de nous clouer au sol pendant longtemps. Donc, on a pensé à ce genre de menaces. Après, bon, je sais pas si on est parano, mais il faut quand même essayer d'anticiper. Et après, moi, personnellement, en 27 ans, oui, il m'est arrivé d'avoir des soucis, mais c'est pas à l'image de mes 30 ans passés en Indonésie, quoi.
Mais ça reste compliqué. Ces derniers temps, avant l'arrivée du nouveau ministre, les principales menaces venaient des autorités elles-mêmes. Et du coup, comme tout le monde savait qu'on était en conflit direct avec le ministère des Forêts de l'époque, nos ennemis sentaient un peu se pousser des ailes. C'était compliqué à ce moment-là. Après, aujourd'hui, ce qui nous sauve le plus, aussi et là, dernièrement, je parlais tout à l'heure de la dynamique liée à la catastrophe à Sumatra. On a senti un vent de gens en Indonésie qui étaient désireux de soutenir des ONG comme nous, parler d'environnement aux politiques. Enfin, on a les politiques qui sont obligés d'en parler. Et donc, du coup, la protection de la forêt a jamais été autant au cœur des discussions, en tout cas de la jeune génération, que maintenant. Parce que Sumatra a vraiment été pris comme l'exemple typique de ce qui se passe quand la forêt est coupée, surtout en zone de relief, et qu'on a ces immenses inondations. Moi, j'ai beaucoup parlé de ça aussi avec le ministre. Le ministre a fait annuler plus d'une vingtaine de concessions de bois qui allaient ensuite aller vers l'huile de palme à Sumatra. Donc voilà, alors je dis pas que c'est gagné, on est loin de là, mais en tout cas, le sujet environnemental, comme il commence à toucher de manière très dramatique les humains, devient un vrai sujet, quoi. Et ça, c'est à Sumatra, dans l'intérêt des forêts, ce que je veux dire. Parce que l'ancien ministre parlait avant, notamment à Bornéo, les inondations. Oh, ben c'est simplement parce qu'il y a beaucoup plu, quoi. Bah non. Là, le ministre actuel a aidé aussi dans cette direction-là, parce que le ministre actuel a eu un discours très, très honnête en disant rien ne va actuellement avec la forêt en Indonésie, il faut se retrousser les manches et trouver des solutions. Et c'est la déforestation qui est à l'origine des catastrophes. Donc, enfin, le gouvernement qui dit, OK, c'est de notre faute, quoi. Mais maintenant, même s'il dit que c'est plutôt la faute des gouvernements précédents, mais c'est quand même un pas en avant et plus compliqué dans l'opinion publique de venir nous chercher des ennuis quand nous on essaie de sauver en partenariat avec les populations locales, quoi. Donc c'est ce qui nous aide actuellement beaucoup. Encore une fois, je me fais pas d'illusions sur le long terme. C'est l'Indonésie, la situation peut changer, mais en tout cas tous les voyants sont ouverts pour nous actuellement. Il faut qu'on en profite, quoi. Donc et ça serait vraiment bienvenu d'avoir le maximum de soutien actuellement. Donc c'est ce ministre-là en place, tant qu'on arrive à avancer, quoi. Bon. Voilà, après, Ouais. ouais. On n'a pas d'autres questions dans le chat pour l'instant, donc j'en profite pour en poser une. En fait, ma question, c'est sur Doulan. En fait, et on a vu sur les réseaux, tu as retrouvé Maurice, donc déjà on est rassuré parce qu'on s'inquiétait. Et non, mais ma question, elle est liée un peu à ça. C'est est-ce que, comme tu as eu du mal à le retrouver, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu au niveau des grands orang-outans, des tensions au niveau des territoires, plus de concurrence qu'avant entre les grands mâles orang-outans? Est-ce que tu vois des changements? Non, c'est plus lié. En fait, les tensions qui existent entre les grands mâles, elle n'est pas liée à une déforestation récente de grande envergure au Doulan, puisqu'on a fait le job. La grande tension qui a dû toucher les orang-outans, c'est lorsque toute la déforestation a eu lieu côté ouest, quand on est arrivé en fait au tout début du projet. Aujourd'hui, ça s'est stabilisé. Là où on voit ces tensions, c'est des tensions naturelles entre les grands mâles orang-outans, et c'est lié à l'âge, parce que Maurice, il est aussi, ça fait partie d'un des plus. Du coup, euh, c'est plus compliqué. Vous m'entendez toujours? Ouais, Ça a coupé? un peu, mais Oui. on a compris qu'il était plus âgé que les autres. Voilà. Voilà. Et donc c'est vraiment lié à l'âge, quoi. Donc là, Maurice défend toujours son territoire, il pousse ses grandes vocalises, mais il s'est un peu décalé. Après, il faut que là, que si j'arrive à me libérer, et je verrai si c'était ça continue de couper. Oui. Oui, c'est un petit peu. 1, 2, 3. Ouais, ça hache. Ouais, donc c'est vraiment l'âge, quoi. L'âge des animaux et l'âge de Maurice. C'est pour ça que je m'inquiétais aussi. Mais bon, après, c'est la nature. Ben oui. Après, un lien particulier avec Maurice, mais voilà.
Ouais. Waro et tous les autres ont autant le droit d'avoir un territoire que Maurice, quoi. Donc, Ouais. mais On a une autre question de Chris. Est-ce qu'il y a des colliers émetteurs pour suivre certains singes et est-ce que des scientifiques travaillent avec vous? alors, dans nos zones, il y a aucun grand orang-outan ou gibbon. Alors, gibbon, c'est très compliqué avec les colliers émetteurs, parce qu'il y a un risque de pendaison. Ça a déjà été fait ailleurs, mais nous, on l'a jamais utilisé parce qu'on a la chance d'avoir des gibbons qui chantent. Donc, quand ils chantent, ben, on peut arriver à les localiser, mais c'est très dangereux de mettre des colliers émetteurs. Sur les orang-outans, ce que les scientifiques ont fait, c'est qu'ils mettent des implants. Et là, après, il y a une question éthique. Est-ce qu'on veut anesthésier un animal, faire une intervention chirurgicale pour mettre un implant? C'est pas forcément ce qu'on souhaite. Et encore une fois, pour nous sur Doulan, alors même si Doulan est bien avancé, qu'on est arrivé à stabiliser, mais on est loin quand même. On a encore plus de 500 hectares, en tout cas dans la partie sud, cette partie-là à sécuriser, 600 hectares même au total. Où notre priorité à nous, c'est de tout sécuriser. Après, sur le moyen et le long terme, ça sera intéressant de voir la dynamique des populations, surtout quand on aura fait le corridor, si on y arrive. J'espère qu'on y arrive. Oui, on va y arriver d'ailleurs. Et voir le mouvement des populations. Mais on n'est pas encore dans cette urgence-là. L'urgence aujourd'hui, c'est vraiment de garder cette forêt quoi, la plus grande possible face aux menaces. Comme j'expliquais, hein, il y a encore 10 jours. Je pensais pas que la menace de cette route d'une compagnie de charbon dans la forêt de Rugy était autant d'actualité. Donc toutes nos forces vont là et même quand si demain il y a des scientifiques qui viennent, je pense pas qu'on mettra des implants sur des orang-outans ou ce genre de choses quoi. Mais on aura besoin de connaître la dynamique des populations à un moment donné, d'avoir des datas et des gens qui ne font que ça. Mais C'est prévu. Chani, tu Ouais, peux peut-être parler dis-moi. aussi du drone thermique qui permet de suivre aussi les Oui, animaux. oui, tu as raison. Tu as raison. Donc là, j'avais fait la petite vidéo. Grâce à la Fondation 30 millions d'amis, ils nous ont financé 2 drones thermiques. En fait, c'est les mêmes qu'utilisent. J'ai vu ça dans les stations de ski en France. J'ai vu ça aux news. Ils utilisent les mêmes drones pour repérer les gens dans les avalanches ou les gens qui s'aventurent pour du hors-piste, hein. Parce que voilà, ça lie la signature thermique des mammifères. Et pour nous, c'est devenu un outil extraordinaire. Alors, c'est tout récent, mais parce que la nuit, on peut faire voler le drone à Doulan, repérer les orang-outans dans leur nid de nuit et prendre le point GPS de l'animal sans aller voler au-dessus de l'animal. Donc, on vole. Ce qui est le gros point fort de ce drone-là, c'est qu'il vole haut, donc on l'entend pas. Il dérange pas les animaux. Si vous avez vu la vidéo que j'ai publiée sur Instagram, vous voyez les animaux, même les oiseaux, les calaos, absolument pas dérangés, alors qu'ils sont filmés avec le drone, parce que le drone est super loin, avec un zoom très performant, et qui continue de détecter les animaux de la nuit et à l'aube, par exemple, quand la forêt est encore vraiment froide, vous pouvez identifier, et la forêt s'illumine comme ça, comme un sapin de Noël. Et c'est juste extraordinaire de voir ça, et ça nous permet de localiser les orang-outans. Donc on peut à distance, avec un laser, prendre le point GPS de l'animal sans aller voler au-dessus de l'animal. Et donc si on a besoin d'aller à la rencontre de l'animal, on peut y aller. Et ça va nous aider, notamment sur la prochaine saison sèche, où on a toujours eu du mal à savoir où étaient les orang-outans à cette période-là de la forêt, parce qu'ils se regroupent pas comme actuellement quand il y a une saison des fruits où les animaux peuvent être tous concentrés au même endroit parce qu'il y a beaucoup de fruits. La saison sèche, c'est beaucoup plus compliqué de les trouver. Et là, le drone va nous aider à ça. Il va nous aider au repérage comme à Ruji, où je l'ai fait voler aussi pour aller voir les animaux quand j'y étais là avant-hier, voir le potentiel de ces forêts, le nombre d'orang-outans, les orang-outans qui s'approchent des villages. Souvent, on reçoit l'info plusieurs heures après que les gens aient vu l'orang-outan dans leur plantation, par exemple. Donc nous, quand on arrive, il est difficile de trouver l'orang-outan pour le ramener dans la forêt. Là, le drone nous permettra de détecter l'orang-outan. Plus, on peut, comme vous voyez là sur Google Earth, se faire ce genre de, Il y a des gens qui attendent en salle d'attente, c'est ça, sur le Zoom, qui Oui, attendent de se connecter. c'est bon, Ouais. je les ai acceptés. Et Donc, en plus de ce drone-là, par exemple, je vais vous montrer, puisque le partage d'écran fonctionne toujours, on est d'accord? Oui, oui. Oui, Oui. Oui. Et là, par exemple, donc là, là, c'est le territoire de Maurice.
Et si je vais, hop, rencontre orang-outan et en décembre, par exemple, vous avez l'endroit des orang-outans qu'on a rencontré dans la forêt, son endroit. Alors là, c'était un mâle non dominant avec une femelle non identifiée. Les triangles, c'est toujours les mâles dominants. Et donc là, c'est Mister Waro qui était avec 2 femelles et 2 enfants. Et donc le drone nous permet d'avoir, là, ils sont restés longtemps, de quasiment de connaître dans quel arbre ils étaient au moment où on les a rencontrés. Et ça, ces datas-là, elles sont mensuelles, vous voyez sur la gauche, donc avec une couleur différente, ce qui va me permettre d'année en année de voir l'année dernière les orang-outans, alors ça c'est tout compris, et les traits, c'est les traits entre les mâles dominants qui ont été observés dans la forêt, et à la longue, ça nous donnera une idée précise de leur territoire, de leur mouvement et du coup de leur zone de territoire. Donc ça, c'est le drone qui me permet de faire ça. Quand j'arrive pas à les identifier avec le drone parce que le point a été pris que la nuit, etc. Donc le lendemain, on va à pied voir l'animal. Mais sinon, si c'est au petit matin, il y a déjà des rayons du soleil, donc ça me permet avec le zoom de voir si c'est un mâle dominant, si c'est une femelle, etc. Donc même s'il n'y a pas encore de recherche scientifique, on commence déjà à avoir des données sur la répartition des animaux dans la forêt. Et ça, c'est vraiment grâce au drone. Par exemple, cette poche de forêt-là, qu'on appelle la poche de 5 hectares. Autour, c'est la forêt où on jette des fruits avec l'avion et des graines pour aider la forêt à se régénérer. C'est une végétation basse. Et donc là, on est au sud de Doulan. Et dans cette poche-là est souvent convoitée par les orang-outans. Et là, avec le drone, c'est à plus de 2 kilomètres du sentier où on a l'habitude de faire des patrouilles. On peut faire voler le drone et voir si effectivement il y a des orang-outans dans cette poche de forêt. Et donc c'est vraiment un atout. Enfin, ça va être difficile de s'en passer par la suite, quoi, parce que c'est vraiment très très performant. Et le vol, enfin encore une fois, le fait qu'il vole haut, il n'y a pas de lumière la nuit, il n'y a pas de son. Et s'il y a un son, pas plus que fait le son d'un essaim d'abeilles quand il passe au-dessus de la canopée. Donc on dérange pas les animaux et on les trouve à coup sûr parce que l'orang-outan qui fait son nid, il le fait toujours sur la canopée, enfin très souvent, donc très facilement détectable. On a Mais d'autres je crois que questions sur le ça chat. te permet aussi. Ah, pardon, excuse-moi. Juste sur le drone, si j'ai bien compris, ça permet aussi de voir aussi d'autres espèces. Là, on se focalise sur les orang-outans, mais Dis-moi. il a une précision que tu peux voir aussi des Ah oui, oui, gibbons. complètement. Bien, des gibbons. J'ai vu la dernière fois 2 ours. Alors j'ai pas eu le temps de filmer, mais j'ai pu reconnaître que c'était des ours. Ils étaient aussi dans les arbres. Alors tout ce qui est animaux de la forêt dans les arbres, les oiseaux, même les écureuils, tout ça, c'est super facile. Les gibbons, évidemment. Après, tout ce qui est au sol, évidemment, c'est plus compliqué puisqu'il y a Ouais. les arbres. Mais toutes les espèces arboricoles, c'est vraiment, voilà, c'est et à tel point, c'est fou parce que j'ai quand même vraiment l'habitude de voir la forêt d'en haut, en volant, etc., avec l'hydravion, tout ça. Mais là, pour la première fois d'en haut, de voir tous ces points lumineux et de voir à quel point c'est plein de vie, quoi. C'est quelque chose de nouveau et c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. On a des questions, Chani. La Ouais, première, c'est comment va Francky? Et la deuxième, ouais, il y en a d'autres, mais je t'en donne déjà deux. Comment va Francky? Et aussi, qu'en est-il de la réserve plus au nord dans les montagnes de Bornéo dont il était ouais. question il y a quelque temps? Alors, Francky va bien. Ah, ouais. C'est pour Francky qui est au sanctuaire. Et pour la réserve au nord, l'idée là-bas, c'est parce qu'il y a une très grosse. Alors, la forêt qui est au nord, hop, alors pour qu'on sache de quoi je parle, alors, hop, Tubang Tujan, hop. Voilà, alors là, c'est vraiment tout au nord. La grosse menace là-bas, c'est les compagnies de charbon. Euh, et quand j'ai été approché par le ministre et que j'ai rencontré le ministre la première fois, même si là-bas, pour le moment, on n'a pas
d'activité. On est allé faire des repérages, on a enfin d'activité, on connaît les villageois. On ne peut pas faire de foncier parce que c'est une forêt d'État où il n'y a pas de droit reconnu aux populations locales. Euh, euh, donc la seule chose qu'il faut faire là-bas, c'est s'assurer que la zone n'est pas donnée à des compagnies de charbon. Et lorsque le ministre, lorsque j'ai nos réserves, et qui m'a demandé tous les polygones des zones où je travaillais, j'ai contacté le maire et je lui ai demandé si ça l'intéressait de mettre cette zone-là dans la lettre que vous avez vue quand que le ministre m'a donnée. Et donc, cette zone-là est incluse dans la procédure pour faire ces fameuses zones de préservation dont j'ai parlé au départ. Donc, Callawet va pas mener des activités là-bas parce que en termes d'urgence, on n'est pas du tout dans la même urgence que de Doulan. Donc, on a un peu pas changé notre fusil d'épaule, mais en s'assurant, grâce à Callawet, que cette zone-là ne soit pas attribuée à une compagnie de charbon et une autre compagnie, en fait, on a déjà gagné avant même d'avoir commencé. Parce que toute l'idée là-bas, c'était d'essayer de faire une station de recherche ou de faire le buzz autour de la faune là-bas, qui est très isolée, c'est une forêt magnifique. Hein. Et c'était de faire assez le buzz pour que les autorités aient du mal à donner la zone à des compagnies. Sauf que ça, on y arrive avant même d'avoir commencé, en faisant que dans cette fameuse lettre de recommandation que le ministre nous a donnée, cette zone est incluse. Donc, à part ça, il n'y a pas de risque de propriétaire terrien privé qui fasse du palmier. C'est pas du tout d'actualité dans cette zone-là parce que c'est une zone très monteuse. Donc, en fait, on va continuer dans les démarches administratives auprès de Jakarta pour que ça soit sécurisé. Mais Callawet n'a pas lancé une réserve comme on peut le faire sur les autres endroits en faisant du foncier, où on est obligé de faire du foncier, d'avoir des patrouilles et tout ça. Parce qu'encore une fois, l'urgence, elle est dans cette zone de Bornéo où on se trouve, où vous le voyez, c'est attaqué de partout, en sachant que Google Earth a énormément de retard, donc c'est encore plus grave que ce qu'on voit là à l'image. Et voilà. Alors, on a une autre question, Chani. Je ne sais pas si j'étais clair. Vous me dites si je ne suis pas clair. Oui. Peut-être. Alors, la question suivante, Chani, c'est est-ce que d'autres associations sont venues prendre des conseils auprès de vous pour dupliquer votre modèle? Oui, ça commence maintenant justement parce que le ministre a apporté son soutien. Au moment où nous, on avait des conflits avec le même schéma, hein, le même modèle, on avait des conflits avec l'autre administration, effectivement, que tout le monde prenait bien ses distances avec Callawet parce que on avait fait un pari risqué, quoi. Et actuellement, effectivement, plus que ça, puisque le ministre m'a demandé de lui donner une liste de personnalités d'ONG travaillant en Indonésie, qui, selon moi, seraient à même de venir le rencontrer à Jakarta et de réfléchir sur ce genre de format. Après, lui, il voit aussi ça réplicable dans toutes les zones tampons autour des parcs nationaux et réserves, où notamment il y a des conflits, notamment à Sumatra, où les éléphants sortent des parcs nationaux, etc. Si des ONG comme nous pouvaient faire du foncier autour de ces zones-là, sur le même modèle, ça ferait un tampon super où les gens seraient dédommagés en avance des dégâts que pourrait causer un animal sauvage qui sort du parc national, par exemple. Donc oui, c'est aujourd'hui conseillé et on est approché et même les autorités parlent de notre concept à d'autres. Donc c'est bien parce qu'il y a de quoi aussi comparer, comme j'expliquais tout à l'heure, sur des schémas qui ont eu lieu avant avec des concessions données de Jakarta pour la restauration d'écosystèmes ou la préservation de la forêt, mais qui sur place étaient détruites, continuaient à être détruites parce que cette histoire de payer le droit à la terre des villageois était pas fait, quoi. Ok, on a une autre question de Catherine. Ces mêmes images, donc on voit à l'écran, sont-elles montrées aux officiels, aux habitants et rêvons, pourquoi pas, aux entreprises qui exploitent la forêt? Bien sûr.
Bien sûr, ces cartes, elles sont montrées. Il y a même, alors là, je ne vais pas l'ouvrir, mais il y a même un logiciel qui s'appelle Buzantara Atlas qui superpose ces images-là avec toutes les concessions des compagnies, etc. Donc, bien sûr, c'est notre outil principal, justement, de ça, plus l'aérien. Oui, 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 effectivement. Donc, après, quand les autorités commencent à être de bonne foi, le dialogue est beaucoup plus facile parce que quand même les preuves sont là, quoi. Ça parle en sachant que Gollers a 4-5 ans de retard. Quand vous voyez ce qui se passe là, tout ça, c'est des orpailleurs illégaux, tout ce qui est blanc. La compagnie de charbon qui se trouve ici, elle a triplé de volume par rapport à ce que vous voyez actuellement là sur Google Earth. Là, il y a plus de forêt du tout, comme je l'expliquais. C'est quand même assez dramatique. Et il y a des cartes, tout ça, qui sont montrées évidemment aux autorités. Et lorsque j'étais à Jakarta pour négocier ces concessions dans notre demande, on était face à un grand écran avec. Enfin, ils sont très très au courant de ce qui est détruit sur place, quoi. Donc, c'est pas moi qui leur apprends des choses avec ce genre de cartes. Il y a plus de questions. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. Ensuite, N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. ouais. On a encore un quart d'heure devant nous. Même plus. Donc ensuite, les choses nouvelles aussi, c'est qu'on a le deuxième appareil qui est financé par Octocampus, qui nous donc ce fonds de dotation qui nous a beaucoup aidé pour agrandir Doulan, qui continue à nous aider et qui nous a financé un deuxième appareil, donc qui va nous permettre non seulement de gérer nos zones là et d'avoir un appareil par exemple, qui va pouvoir voler au nord pour, même si on n'aura pas de compagnie qui va dans les zones qui nous ont été recommandées pour être officialisées par le ministre. Donc, on met vraiment le tout sur l'aérien pour agrandir nos réserves, protéger ce qu'il y a à protéger, et notamment avec le ministre. Alors, le ministre, lui, comme je l'ai fait voler, il a vu que voler en appareil léger, c'était vraiment très, très bien pour surveiller la forêt à bas prix. Donc, le gouvernement indonésien, suite à sa venue en Indonésie, à Calauet, le ministre pense investir dans le même genre d'appareil. Donc, il se peut que Calauet aide le ministère des Forêts à l'acquisition d'appareils et faire ce genre de protection. Mais je vous donne un exemple concret. Ce qu'on va être amené à faire pour éviter que les autorités soient obligées de faire de la patrouille. Actuellement, ils font des patrouilles en saison sèche pour lutter contre les incendies avec un énorme hélicoptère bombardier russe. Ça coûte très très cher à l'heure parce que voilà, c'est et l'idée c'est que Calauet, quand on aura les deux appareils, aide à faire de la détection incendie et qu'en radio, c'est ce que j'ai fait en début, à la fin de la saison sèche cette année, j'ai commencé à le faire, mais de manière pas officielle parce que le pilote de l'hélicoptère m'avait contacté. Donc en fait, on va faire nous la routine avec les appareils légers pour voir s'il y a des départs de feu. Et s'il y a des départs de feu, là, on contacte le pilote de l'hélicoptère pour venir bombarder. Donc, sur toute notre zone à nous, on va pouvoir aider le gouvernement sur la lutte anti-incendie. Et de fait, si jamais il y a souci à Doulan, à Rouji et dans nos réserves à nous, on a un accès super privilégié pour avoir un bombardier d'eau qui arrive sur place nous aider, quoi. Donc, ça rentre aussi évidemment en compte, quoi. Et le deuxième hydravion, pardon, c'est la même question, je pense. Il Ouais. prévoit de le réceptionner à quelle époque? Le mois prochain, normalement. J'espère. Il a pris du retard dans l'installation des flotteurs. Les flotteurs, c'est un constructeur italien qui doit venir en France pour les installer. Mais normalement, début février, tout est bon pour le faire partir. Donc, j'espère que fin février, il arrive en Indonésie. Et bonne nouvelle, normalement, le ministre des Forêts nous aide à faire en sorte qu'on n'ait pas les frais de douane. C'est 60% du prix de l'appareil, le frais de douane. Donc, c'est énorme. Ah oui, c'est Donc, la bonne nouvelle. voilà. Donc, en contrepartie, s'il décide d'investir, parce j'ai aidé à monter un dossier qu'il a présenté au président pour justement financer les appareils. Moi, je les aiderai en tant que conseiller mais pas du tout en conseiller officiel, parce que j'ai refusé.
mais les aider et les conseiller pour gérer les appareils sur l'expérience de Callaway, quoi. Pour pas que ça capote après quelques mois, parce que c'est le risque, hein. Faire venir des avions, c'est bien, mais il faut que ça soit aussi bien géré, quoi, de la part des autorités. Donc ça, moi, je les aiderai à ça. Mais encore une fois, j'ai demandé à être un simple. Enfin, ils ont besoin d'aide, de conseils, etc. Évidemment, mais pas être rattaché au gouvernement avec un quelconque statut de conseiller ou parce que c'est pas dans notre ADN. Alors, on a d'autres questions sur le chat là. Y a-t-il des nouvelles en ce qui concerne les relâchés? Donc, Alors les Sumatra relâchés, voilà, le quoi, Constance? Sumatra et Ah oui, également Sumatra. Maya. Alors euh, voilà, l'île Maya, c'est le projet de cette année. Alors ça a pris du retard parce qu'on devait déjà en janvier partir faire un état des lieux de l'île Maya. Donc j'espère que ça va se faire début du mois prochain parce que entre la dernière fois qu'on y est allé à l'époque où le relâché était d'actualité puis ça avait capoté à cause des autorités à l'époque et la situation actuelle, on a besoin de faire un point. Mais le seul relâché qui serait aujourd'hui d'actualité avec des animaux encore aptes à être relâchés, c'est sur Bornéo. Ceux de Sumatra ont déjà été relâchés. C'est justement, ça a pris fin à KLSI puisqu'ils sont devenus autonomes et tout ça. On avait un souci avec une famille, mais qui avait tendance à descendre au sol, mais parce qu'une partie de la forêt, en fait, il y a une poche de forêt qui était distante de 50 mètres et faisait partie de leur territoire. Donc, ils descendaient au sol pour aller là-bas. Donc, ça nous a posé des questionnements. Et l'équipe là-bas a tendu des cordes et tout ça, des infrastructures, et ça a complètement suffi en fait. Et les Siamangs n'avaient pas du tout envie de descendre au sol, mais ils étaient obligés par la forme de leur territoire. Donc oui, voilà, là-bas, il y a plus, à Sumatra, il y a plus, c'est plus d'actualité pour le moment. Les quatre Clossi qui sont à Mentawai, c'est aussi plus d'actualité. Le seul relâché d'actualité, c'est à peu près sur 8-10 couples, je dirais, aujourd'hui sur Bornéo, en fonction de l'île Maya. Donc, une fois qu'on aura l'état des lieux de l'île Maya, ben je communiquerai sur le fait que le relâcher possible ou pas possible. Parce que c'est une zone qui, aux dernières nouvelles, c'est une zone alentour qui est malheureusement aussi attaquée de toutes parts. Donc, je préfère pas trop m'avancer pour le moment. Donc, vraiment, et puis le profil de nos animaux, encore une fois, c'est la dernière option. Après, le profil de tous nos animaux, on est encore une fois, c'est pas pour rien qu'on a officialisé nos centres comme sanctuaires, parce qu'on se dirige vraiment sur du soin sur le très long terme, sur des animaux qui pourront pas être relâchés, puisque je rappelle aussi qu'on reçoit plus de nouveaux animaux, hein. On se focalise sur la création de ces réserves. Ok. Alors, on a d'autres questions. Alors, je vais peut-être grouper les deux questions suivantes, c'est un peu lié. Alors, Chris demande, le gouvernement n'a-t-il pas l'intention d'obliger les compagnies à réparer les zones détruites après leur exploitation? Et Véronique, quelles sont les sanctions pour les compagnies qui ne respecteraient pas les zones de préservation? Est-ce dissuasif? Donc, il y a ces deux questions différentes, mais ça concerne les compagnies industrielles. Et le gouvernement. Ouais. Alors ça a été un gros sujet moi j'ai beaucoup parlé avec le ministre de ça en disant attendez en Indonésie sans qu'elles soient obligées déjà de réparer ce qu'elles ont détruit, notamment pour les compagnies minières, elles sont obligées sur le papier mais elles le font pas, sauf que c'est pas assez dissuasif les amendes qu'elles doivent payer parce que en gros les compagnies aujourd'hui elles mettent de l'argent de côté pour payer les amendes. Et c'est plus facile pour elles de faire ça que de remblayer toutes les mines qu'elles ont pu faire et faire le vrai travail derrière. À Doulan, il y a une mine qui se trouve ici et c'est la seule de la région où ils ont remblayé parce qu'il y a Calauette à côté que je vole en hydravion au-dessus en permanence. Mais ils ont remblayé, il y a même pas de terre végétale quoi, donc ça sert à rien. Ils ont bouché le trou, mais c'est pas comme ça qu'on fait de la restauration d'écosystèmes quoi. Et là, par exemple, vous avez ce lac-là, c'est un lac artificiel. Ça, c'est une compagnie de charbon qui a pas du tout remblayé. C'est devenu une eau toxique avec il y a du sulfure à l'intérieur. Enfin, vous voulez pas aller vous y baigner. Donc, moi, ce dont j'avais parlé ce dont j'ai parlé au ministre, c'est pourquoi en Indonésie, ces compagnies sont pas obligées, quand elles obtiennent une concession, de protéger une partie de leur concession. Que chaque compagnie soit obligée de gérer une réserve. Au moins pour ne pas tout perdre. C'est loin d'être idéal, mais c'est ce que fait le Brésil, où il y a un pourcentage de la concession qui doit être protégée.
Et là, je me suis rendu compte que le ministre tout seul en Indonésie, c'est extrêmement vertical et il faut vraiment que ça soit le président qui, qui acte ça, quoi. Donc, dissuasif, non. Et les compagnies, alors l'huile de palme, il n'y a pas raison à réparer ce qu'ils ont détruit, puisque l'huile de palme a vocation à durer, malheureusement. Mais pour les compagnies de charbon, c'est un vrai sujet. Et donc, il faut espérer que moi, j'ai pu simplement tout dire à ce que je pouvais, enfin, ce que je pouvais dire au ministre. Et maintenant, il faudra voir ce qu'il en sera, quoi. Mais actuellement, si nous, on obtient une concession plus le foncier, c'est extrêmement compliqué pour une compagnie de faire quoi que ce soit. Parce que là, elle se fait attaquer aussi bien pour l'opinion publique, par les autorités de Jakarta, qui seront obligées de faire quelque chose parce qu'il y a Kalawet derrière, qui est soutenu par le public indonésien, et que médiatiquement, ça fera un pataquès. Et la dernière petite chose, c'est que je me suis un petit peu vengé quand même de la ministre indonésienne qui, pendant 9 ans, m'a fait des soucis. Parce que quand le ministre indonésien est venu, l'actuel est venu, j'ai fait une vidéo après ça en disant que c'était la première fois qu'un ministre venait à Callawet écouter nos conseils, suggestions, critiques, etc. et qu'on ne nous mettait pas des bâtons dans les roues comme l'ancienne ministre avait pu le faire pendant 9 ans. Et ça a été extrêmement repris et relayé en Indonésie. Et donc, ça m'a fait du bien aussi au bout d'un moment, au bout de 9 ans, de dire, bon, voilà ce qui nous est arrivé pendant 9 ans avec l'ancienne ministre et de faire en sorte que le public indonésien nous apporte son soutien. Alors, j'ai deux autres questions, Chani. Travaillez-vous parfois avec le WWF? Première question. Et deuxième question, combien de locaux travaillent pour Kalawet en Indonésie? Ok. Alors, en employé aujourd'hui, alors comme il y a un peu de mouvement, on doit être aux alentours d'une 60aine au total, sur tous les sites de Kalawet, entre 57 et une 60aine, je pense. Et ensuite, par rapport au WWF, non. Oui, est-ce qu'il y a des activités en collaboration avec le WWF? Il n'y a pas d'activité en collaboration avec le WWF. Le WWF c'est tout nouveau qu'il est de nouveau actif en Indonésie parce qu'il avait été interdit par l'ancienne ministre, entre autres. Et je sais qu'aujourd'hui, ils ont un projet dans le nord-ouest de Sumatra. La concession, une ancienne partie de concession du président actuel a été confiée au WWF. Mais encore une fois, là où j'insiste énormément, c'est qu'obtenir une concession sans faire ce que j'appelle moi du foncier ou payer le droit à la terre, ça, ça, ça fait pas grand-chose en fait sur le terrain. La déforestation continue. Donc non, on n'a pas de projet avec le WWF et c'est pas quelque chose du tout de prévu. Parce que c'est pas une entité qu'on voit nous sur place comme une entité qui fait du terrain et du concret comme nous on peut le faire. On va plus être en partenariat sur des zones ou échanger des conseils avec des ONG comme BOSS, Borneo Orangutan Survival, qui travaille avec les orang-outans, avec OFI, avec Vérité Gallicas, qui travaille avec nous, ou des ONG indonésiennes qui travaillent voilà, dans nos régions. Et parce qu'aussi, le WWF n'est pas du tout présent dans nos régions, quoi. Oui, c'est un commentaire de Clément qui dit que le WWF n'est pas toujours très forcément clément avec les populations locales. Voilà, entre autres. Oui. C'est pour ça que j'insiste sur le fait, là, comme on est tous ensemble et que certains d'entre vous expliqueront certainement ce que fait Kalawet, obtenir des concessions pour nous, c'est le bonus, je dirais, qui fait que de Jakarta, on peut pas nous embêter. Mais si on obtient demain les concessions d'un total de 6646 hectares, on ne communiquera jamais sur le fait que Kalawet protège 6646 hectares si on n'a pas payé le droit à la terre de tous ces hectares-là. Donc aujourd'hui, on est à 3116 hectares, je crois, sur la totalité des projets. Ça, c'est tout ce qu'on a. Dédommager les gens, travailler en commun avec les gens, et c'est ce qui compte. C'est pas parce que les concessions, vous pouvez obtenir une concession de 10 000 hectares, 20 000 hectares, mais c'est pas du tout une garantie que la forêt soit protégée. Donc le vrai chiffre, c'est à Rouji, c'est les 49 hectares. Ça, c'est le vrai chiffre. On est capable, on a la légitimité de protéger 49 hectares à Rouji, pas l'ensemble de la forêt actuellement, parce que on n'a pas encore fait le travail de terrain
qu'on va faire parce qu'on va recevoir beaucoup de soutien dans les prochains mois. Bien sûr. Peut-être une question toujours liée, proche du VVF de Fabienne sur, bon, il n'y a pas de collaboration, mais est-ce que est-ce que Chani, vous leur avez dit au VVF qu'ils se trompaient? Donc, est-ce que tu penses Oui, alors oui, avec enfin, plein de drapeaux différents. J'ai eu des conversations avec le VVF, pas qu'Indonésie, il va faire un peu partout. Mais ils n'ont pas du tout la même manière de travailler et tout repose sur l'engagement. Alors, c'est-à-dire que le système des grosses ONG, je vais pas simplement nommer le VVF, mais toutes les grandes ONG travaillent sur des périodes données. Un projet long terme du VVF de terrain, donc où ils mobilisent des équipes, par exemple, c'est 5 ans. C'est pas du tout une idée. C'est pour ça qu'ils vont pas être dans une démarche de faire du foncier. Nous, on est dans une démarche de faire du foncier. Pourquoi? Parce qu'on se projette sur du très très long terme, sur plusieurs générations, sur l'après Chani, l'après. Enfin, on se fixe pas de limite parce que la conservation, c'est ça. Mais moi, ça m'embête quand le ministre me dit que les concessions sont valables 90 à 100 ans. Ça fait un siècle. J'ai l'impression que c'est un peu court, quoi, parce que nous, on va encore plus loin. Et alors que ces grandes ONG travaillent sur des projets moyen terme 3 ans, long terme 5 ans, et ensuite ils refilent le bébé aux autorités. Et ça a un énorme avantage quand vous êtes une ONG, c'est qu'en 5 ans, il y a de grandes chances que vous retombiez sur vos pieds, que le boulot soit bien et que vous n'ayez pas été confronté à des énormes problèmes de déforestation. Quand vous vous engagez auprès de vos donateurs sur du très long terme, c'est que Doulan, c'est notre responsabilité aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et j'aurai des comptes à rendre et c'est normal parce qu'on protège la forêt sur du très long terme. Donc, c'est cette approche-là, cette définition que nous, on a de l'engagement qui nous pousse à avoir cette méthode-là où on est prêt à prendre des risques. Encore une fois, sans autorisation de Jakarta, on est capable de faire du foncier parce qu'on sait que c'est ça qui arrête les tronçonneuses immédiatement. Et on sait qu'on sera là, quoi. On sera là pour sécuriser ces terres. Et même si on n'obtient pas de concession, j'espère pas que ça va arriver, mais si demain le ministre change et que c'est une dynamique complètement différente, on n'obtient pas les concessions. Ce qu'on a déjà acquis sur le terrain, sauve de 99% des cas où une compagnie risquerait de s'installer, parce qu'une compagnie qui demande une concession, elle fait du repérage sur place. Ce qu'elle va s'apercevoir sur place, c'est que on a le soutien des populations locales, on a fait le foncier, et elle s'attaque à quelque chose, en plus, c'est que nous, notre soutien des publics des Indonésiens, ça va être quelque chose de compliqué, quoi. Donc, voilà, c'est deux définitions très différentes de l'engagement. Et du coup, ça un peu explique les méthodes qu'on va pouvoir employer. Si vous remontez, il y a par exemple des projets VVF. VVF, ça fait 30 ans, 40 ans, je sais pas, qui sont présents en Indonésie. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les premiers projets du VVF, par exemple. Est-ce qu'ils sont toujours présents? Est-ce que la forêt existe toujours? Est-ce que donc c'est ça, hein. Et moi, le constat que je fais, et c'est ce qui nous a amené à faire en sorte de travailler de cette manière-là, de manière très modeste, mais extrêmement concrète. Quand je vous parle de 49 hectares, c'est 49 hectares, c'est pas 51 à Ruji. C'est le constat. Si je ne prends que cette province de Kalimantan, la province centrale, euh, moi, en fait, 7 ans en Indonésie, tous les projets de conservation qui existaient il y a 25 ans, aujourd'hui, n'existent pas, sont devenus de l'huile de palme, toute cette partie-là, et parce que c'était très utopique en disant on va éduquer les populations locales, on va faire de l'éducation, etc. C'est absolument pas la solution. Il faut être beaucoup plus pragmatique que ça. La réalité économique de l'Indonésie est ce qu'elle est, et que tous les gens voilà, ont vendu leur terrain et les projets moi j'en ai vu des projets de l'Union européenne qui soutenaient l'exploitation durable du bois dans cette partie de Bornéo. Cette partie-là, il n'y a plus rien. C'est des compagnies. Alors voilà ce que c'est aujourd'hui. C'est tout quadrillé, c'est du palmier à huile. Donc, j'espère, alors ça sera toujours un combat. J'espère évidemment que Callawet, dans 20 ans, 30 ans, sera toujours là, les réserves sont là. Mais le meilleur moyen de mettre toutes les chances de notre côté, c'est à tous les niveaux, que ce soit du fermier jusqu'à Jakarta, que tout le monde ait trouvé son compte. Et surtout les gens sur place qui sont la clé. C'est eux qui vont vendre leur terrain si c'est pas à nous aux compagnies. C'est eux qui vont payer des orpailleurs pour travailler sur leur terrain si jamais ils sont intéressés par l'or. Enfin voilà quoi. Donc c'est deux approches complètement différentes.
Ouais, je pense on a répondu, enfin, tu as répondu à toutes les questions. Ah, euh, Vous êtes arrêté de partager mon écran? Ouais, non, non. peut-être. Enfin, sauf si tu veux regarder le chat. Bah, surtout des Il y félicitations. a des T'as félicitations de beaucoup de toutes parts. félicitations. Hop. Beaucoup de félicitations, Chani. Ah, Beaucoup de bravo. Bah, bah merci beaucoup. Merci à tous. Encore une fois, tout ça, ça serait moi. Alors, on est tous ici. Je suis pas tout seul, hein, mais on est tous vraiment le nez dans le guidon. Et là, encore une fois, vous savez, le genre de Rudy où on est un peu hanté là par cette histoire de nouvelles pistes qui va peut-être voir le jour, qui risque de menacer la forêt. Donc, je suis un peu coupé de la réalité de la France avec vous tous qui aidez Calaouette. Donc, encore une fois, un grand merci. Hein, tout ça, c'est possible uniquement parce qu'on reçoit votre soutien. On est principalement financé par tous les donateurs en France. Donc, c'est super important de continuer à représenter Calaouette comme vous le faites et à nous soutenir. Et voilà, donc ça, nous, on l'oublie pas sur le terrain. Tes fils sont-ils toujours sur la voie pour prendre la suite? Andrew et là, il avait passé 10 jours à Sumatra, à Supayang, pour gérer les équipes là-bas, s'assurer que tout se passe bien, pendant que moi, j'étais à Mentawai. Donc, oui, ils sont plus que jamais dans la boucle. Pour le deuxième appareil, c'est eux qui vont piloter le deuxième appareil, tout ça. Donc, voilà. Non, ils sont plus que jamais dans la boucle pour s'assurer que ça dure sur plusieurs générations. Puis ouais, moi, je veux juste ajouter une petite chose, c'est que dans 2 ans, enfin même 1 an et demi même, Calaouette fêtera ses 30 Vas-y. ans. Donc voilà, il se passera quelque chose et Ça nous rajeunit pas. comment... Ah non, 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 mais 30 ans, c'est enfin, 30 c'est ans, c'est génial, quoi. jeune. C'est jeune, 30 ans, je te jure. Voilà. Oui, c'est Donc, le 30 bel ans, âge. 1 an et demi, 30 ans, 30 000 hectares. 30 000 hectares. Ouais, Voilà le Voilà, nouveau projet. un bel objectif. Ouais. Donc, continuez à suivre Calaouette, à suivre la chaîne YouTube de Chani, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à liker, à partager, à commenter. Ça permet aussi d'augmenter la visibilité de l'association sur les réseaux et donc peut-être d'attirer de nouveaux donateurs. Donc, n'hésitez pas. À chaque fois que vous commentez ou que vous partagez, ça augmente notre visibilité. Ça vous paraît peut-être pas grand-chose pour vous, c'est un petit clic, mais déjà rien que ça nous permet d'être plus connus et d'attirer de nouveaux donateurs. Ça fait partie du job. ok. Et puis aussi, concernant la Suisse et la Belgique, si jamais vous voulez aider bénévolement Patricia, Julien, ils ont besoin de bénévoles. N'hésitez pas. En France, on a une super équipe, mais tout le monde est bienvenu. Mais la Suisse et la Belgique, je sais que avoir un petit peu de renfort, ça les aiderait. Ouais, en France d'ailleurs aussi, enfin, on a une belle équipe, mais après on essaye d'être présent dans toutes les régions en France. Enfin, c'est une ambition. Et bon, on n'est pas présent partout en France, mais donc c'est pour ça on est encore très demandeur d'avoir des candidatures de bénévoles N'hésitez pas à nous rejoindre. pour compléter l'équipe. On s'amuse bien et on fait des trucs super motivants. Voilà, donc je vais peut-être prendre, vous m'entendez? Oui. Oui. Donc s'il y a des Suisses là sur ce chat, hein, qui n'hésitent pas à me contacter, et notamment pour le Festival du film vert. C'est très intéressant que Calaouette soit présent sur le Festival du film vert qui est partout en Suisse romande. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Merci. C'est quand, Julien? C'est au printemps. D'accord. C'est mars-avril, le Festival du film vert. Je vois qu'il y a un commentaire de Chris par rapport au stand sur la région parisienne. On en a un certain nombre qu'on devrait faire là, dans les mois qui viennent. Donc, l'idéal, ce serait que vous envoyiez un petit mail à Constance avec avec vos coordonnées. Et puis, on a plusieurs trucs dans le tuyau en région parisienne. Donc, vous êtes le bienvenu. Le ou la bienvenue, on sait pas Le qui ou la c'est. bienvenue, oui, c'est vrai. Ah, et on a quelqu'un qui est dans le Doubs, Hélène dans le Doubs.
Donc, elle est proche de la Suisse. Donc, pareil, Ah oui. si vous pouvez nous envoyer vos coordonnées, on peut vous mettre en contact avec Julien. Je lui envoie un petit mail, là. Enfin, un petit... Bah, Et puis sinon, on vous retrouve à l'AG pour ceux qui peuvent Alors, venir. Ce sera attendez, je vous dis la date, on l'a déjà calé, le samedi 6 juin, sur Paris. 6 juin, ouais. Juste, Constance, tu peux, pour Chris, mettre ton adresse email Calouette France pour devenir bénévole, Oui, s'il te oui, plaît. oui. Ah oui. Ah non, attends, je me suis plantée, j'ai répondu. Quoi ça? sur le chat, hein. Tu peux mettre ton Ouais. adresse sur le chat, comme ça, Oui, Chris oui, va oui. envoyer un message. Ok, bon, je crois qu'on a fini. Un grand merci à tout le monde, aux Oh, bénévoles, aux donateurs, à Chani évidemment. Merci à tous. Et puis, de toute façon, comme vous le savez maintenant, on fait ça chaque année au mois de janvier, pardon. Ouais. Donc voilà. Puis d'ici là, on est joignable. merde. Voilà. Donc, si besoin pour les questions, les envies, il n'y a pas de souci. Ouais. L'AG, J'en c'est fais deux choses en l'après-midi. même temps, donc je suis un peu. Fabienne demande si l'AG c'est le matin ou l'après-midi. A priori, c'est l'après-midi. Comme ça C'est donne toujours, c'est l'après-midi, c'est de 14 à 18h. De 14 à 17h, pardon. Chaque année, voilà. Samedi après-midi. Ouvert à tout le monde, Au pas mois de juin. besoin forcément donateur, bénévole. Voilà. On accepte tous ceux qui s'intéressent à ce qu'on fait. Vous m'entendez ou pas? Oui. 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 Ah, c'est génial, j'aurais pas cru. Je suis peut-être pas très douée. Où est-ce qu'est l'adresse en France, s'il vous plaît? Je sais pas vous trouver. L'adresse mail? Je sais pas, vous venez de dire que vous mettez votre adresse en contact au niveau bénévolat en Oui, France. j'ai mis. C'est Calouette. Alors, je regarde dans les messages. Vous êtes votre. Pour que je vous trouve. Dominique. Dominique. Sinon, c'est calouette.france Alors attendez, je marque @yahoo.fr. carrément écrit. Dans le chat, hein. Point Sinon, c'est France, sur le site point Calouette. France, Voilà, @yahoo.fr. point, un tiret, point FR. Ah, Il n'y a pas Non, de tiret. non, Calouette.france France. @yahoo.fr. Et sinon, c'est At. sur le site internet. Il n'y a Ben, qu'une seule adresse oui, je email. vais certainement arriver peut-être, mais je préfère quand même, voilà. Après, je vais essayer de me débrouiller, mais il y a des fois, je nage dans ces histoires-là. OK. Sinon, vous Vous allez y retrouvez toutes arriver. les infos sur le site internet de Calouette, calouette.org, et vous aurez les Mais adresses. ça fait. Voilà. Mais sur le site, vous avez Oh, ça l'adresse fait de 15 ans Calouette France. que je soutiens Calaoué. Ah, Vous avez merci. toutes les infos sur le site. Non, mais vous êtes fabuleux. C'est magnifique. On a une Merci remarque beaucoup. qui vient de Belgique concernant Patricia, qui concerne il y a un festival apparemment donc, du film Nature à Namur. Et la question, c'est est-ce qu'on peut participer pour se faire connaître? Donc ça, c'est peut-être une piste à regarder dans les mois qui viennent. Je sais, je connais pas ce festival, mais Je pense que Mégane a des contacts. Il faut que je vois avec elle. Je ne sais pas si elle est si elle est là pour le moment, parce que je n'étais pas sûre qu'elle soit là. parce que c'est vrai on est intervenu dans pas mal de salles de cinéma ou festivals de cinéma, donc pourquoi pas, hein? Oui, oui, c'est possible. Je vais me renseigner. Pas trop, Patricia. Et après, tu vas plus pouvoir parler à Nicolas pendant le week-end. Ok. Bon, est-ce que, Chani, tu conclus, je conclus, qui conclut? Ben, tu vas conclure justement simplement un grand, grand merci encore une fois à tout le monde et puis hâte de vous retrouver pour ceux qui pourront à l'AG et puis entre-temps, je promets, je vais essayer de encore faire des vidéos et de donner un peu plus de nouvelles encore du terrain. Voilà. Merci. Merci. Bonne année encore. Au revoir. Et bon, en fait, juste pour vous dire que on a enregistré le live, donc il sera en ligne sur le site internet, dans les Oh, news, si vous voulez écouter. Et sinon, je crois qu'on le mettra, Chani, je crois que tu le mettras sur ta chaîne Ouais. YouTube. Donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder ou refaire suivre. C'est fait pour. Et puis encore merci. Bon week-end. Bon week-end à tous. Merci. Bon week-end. À Au revoir. bientôt. Au revoir. Merci Au encore. revoir. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.
Attends, je regarde juste. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao. Salut. Ah, mais il y a ça aussi, regarde. Ah, ça y est, j'y suis arrivée.